Les mauvais garçons ont leurs héros, ils ont leurs légendes, mais qui sont donc les mauvaises filles, vagabondes, hystériques, fugueuses, insoumises, prostituées, avortées ou encore punk? Nous allons tenter de comprendre comment, sous domination masculine, la morale et l'histoire ont souvent préféré ignorer ou psychiatriser leur rébellion en France. Bonsoir David Niget. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur avec Véronique Blanchard de cet ouvrage intitulé Mauvaises filles, incorrigibles et rebelles, édition textuelle. Alors, c'est un voyage édifiant dans l'histoire de la rébellion féminine. Votre livre couvre une période historique de près de 2 siècles de tentatives d'émancipation féminine ou de rébellion tuées dans l'œuf systématiquement. Est-ce que c'est cela le périmètre de votre livre? Oui, tout à fait. Avec Véronique Blanchard, on est en effet parti du constat que les mauvais garçons avaient leurs héros, mais que les mauvaises filles étaient finalement invisibles dans l'histoire. Et on a voulu restituer à peu près 200 ans finalement d'histoire de la rébellion juvénile féminine, en partant des années 1840, qui est le moment où s'invente la délinquance juvénile, où ça devient un problème social, pour aller avec peut-être un peu d'ardeur, je dirais, parce qu'on est historien, jusqu'au temps présent finalement, jusqu'aux années 2000, et essayer de montrer comment est-ce que les jeunes filles rebelles dans l'histoire étaient véritablement des actrices et pas simplement des victimes ou des objets ou des sujets. Et que peut-être qu'on avait occulté finalement cette histoire-là avec cette idée très importante qu'en effet la déviance ou la rébellion chez les garçons a toujours été relativement valorisée. On peut même dire qu'elle est constitutive de la masculinité. Être un bad boy, finalement, c'est être un vrai mec. Alors que chez les filles, ça a toujours été un stigmate, ça a toujours été quelque chose, cette déviance, cette rébellion, cette insoumission aux normes a toujours été considérée comme quelque chose d'antinomique avec le féminin, la douceur, la féminité idéalisée. Et donc on a voulu montrer une réalité sociale différente. Un exemple concret aujourd'hui, par exemple, si une fille vole une mobilette, on dira que c'est pour aller rejoindre son amoureux. Exactement. Si elle vole un rouge à lèvres, eh bien, c'est parce qu'elle veut le séduire. Mais l'acte en tant que tel de vol n'est quasiment pas pris en considération. donc à quoi on les ramène alors quand on dit cela? À ce qu'elles sont et non pas à ce qu'elles font. C'est justement la différence entre la problématisation de la déviance masculine et la problématisation de la déviance féminine. C'est qu'on reproche aux mauvaises filles d'être ce qu'elles sont. Et d'ailleurs, elles le disent elles-mêmes face aux juges, face aux travailleurs sociaux, face aux psychiatres progressivement qui dans l'histoire arrivent. Elles disent « mais on me reproche d'être tout simplement ». Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, elles ne sont pas des victimes, elles sont des rebelles. Pour autant, on a commencé à voir des images, puisque c'est un ouvrage qui est très illustré. Il y a des pages qui sont parfois glaçantes dans ce livre. Vous n'avez pas voulu masquer la réalité ou l'adoucir. Cette rébellion couvre des modes d'expression très divers selon les époques. Dites-nous quelques mots à ce sujet. D'abord, en effet, nous n'avons pas cherché à verser dans l'angélisme, nous n'avons pas cherché à fabriquer des héroïnes idéalisées. Nous sommes des historiens, Véronique et moi, qui travaillons depuis longtemps sur une histoire sociale. Cette histoire du genre, d'une certaine manière, se croise avec une réalité sociale. Le plus souvent, ces jeunes filles sont des filles du peuple, avec diversification des profils socio-économiques à partir des années 50 et 60, mais minime, je dirais. Et donc, nous avons cherché à montrer cette réalité dans ce qu'elle avait de difficile. Et puis, effectivement, on a essayé de décliner dans le temps ce que vous venez de souligner, de décliner dans le temps des figures qui sont des figures différentes, avec 3 grandes périodes, bon an, mal an. Le 19e siècle, qu'on a désigné comme le temps des filles perdues, c'est le terme qu'on utilise au 19e siècle, un siècle d'un moralisme désespérant, dit Michel Perrault dans sa préface, un siècle où l'obsession de la régulation du comportement des filles par les pères de famille est omniprésent. Et puis ensuite, on a identifié une deuxième période, le temps des filles dites modernes. Et moderne n'est pas du tout un compliment dans les années 20 ou 30, dans la bouche d'un travailleur social, par exemple. On associe la modernité au danger, au risque. Et c'est le temps, les années 20, les années 30, les années 40, les années 50, où les jeunes filles expérimentent des formes d'autonomie sociale, je dirais, de nouveaux loisirs, une sexualité moins régulée, une autonomie économique et financière, mais où elles prennent en permanence le risque d'être rattrapées par les normes, et en particulier les normes
médicale, psychologique, psychiatrique qui monte en puissance dans ces années-là. Et puis enfin, le temps des rebelles, des années 68 à nos jours, où en effet, grâce à un certain nombre de conquêtes féministes, des droits leur sont reconnus, mais où en même temps, de nouvelles formes de vulnérabilité sociale apparaissent et se font jour. Ouais, alors je ne disais, elles ne sont pas victimes au départ, rebelles, mais face à ces rébellions, il y a la correction. On voit défiler des photos de punition. Alors, en l'occurrence, c'est une photo d'anorexie. On va peut-être y venir tout à l'heure. Face à ces rébellions, il y a la correction, il y a la répression même. Tout à fait. Comment ça s'organise? La première des corrections, c'est la correction paternelle. Elle est organisée, nommée, codifiée par le Code civil de 1804. En France et je dirais dans tous les pays d'influence où l'influence du droit civil français existe, c'est-à-dire par exemple en Belgique, c'est-à-dire également au Québec. Cette correction paternelle, elle est un pouvoir exorbitant confié au père de famille d'abord, qui peut faire enfermer pour de longues années sa fille sans plus de justification. Il sollicite le juge du tribunal civil, c'est une mesure civile et non pénale d'ailleurs, et lui explique que sa fille est incorrigible. C'est le terme qu'on utilise souvent à l'époque. Il lui explique souvent d'ailleurs au juge qu'il l'a corrigée manuellement avant de venir au tribunal, c'est-à-dire en gros qu'il l'a battue. Et puis ensuite, dans un accord tacite, une bonne entente en général entre le père de famille, qui est un magistrat domestique, et puis le juge du tribunal civil, on va décider d'enfermer la jeune fille dans des institutions qui le plus souvent ressemblent à des couvents. C'est en particulier la congrégation du Bon Pasteur qui naît dans les années 1830 à Angers en France, mais qui va essaimer partout dans le monde, non seulement francophone, mais aussi aux États-Unis, au Canada anglais, etc. Qui vont enfermer ces jeunes filles et effectivement, le système correctionnel des filles part du pouvoir paternel, mais est transféré progressivement, je dirais, par le pivot de la justice entre les mains de l'État. Ouais. Autre donnée importante de votre ouvrage, c'est ce qu'on appelle la psychiatrisation de ces comportements rebelles de jeunes filles. Oui. Il y a d'ailleurs l'école de médecine qui se penche sur la question. Voici la photo qu'on va voir, Pitié-Salpêtrière à Paris, avec le professeur, l'illustre professeur Charcot. Et là, on assiste à une scène de déshystérisation. Oui, une tentative de déshystérisation. En tout cas, en effet, alors là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. La morale était finalement la rationalité qui nécessitait l'encadrement des filles au XIXe siècle. Et progressivement, à la fin du XIXe siècle et en entrant dans le XXe siècle, c'est la science, assez étonnamment, qui va prendre le relais de la morale. Et la psychiatrie va jouer un rôle fondamental. Finalement, c'est plus simplement une question de bien et de mal. On ne voit pas ces scènes chez les garçons, par exemple. Non, pas à cette époque à Paris. L'hystérie, de toute façon, la terminologie même d'hystérie ne se dirige que vers les femmes. Ouais. L'hystérie, c'est une excitation anormale de l'utérus qui produit des comportements erratiques. C'est à peu près ça la définition de l'hystérie. Selon Charcot. Et c'est un terme qui va être utilisé, l'hystérie, pendant tout le XXe siècle et qui va même passer dans le langage courant. La preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, on utilise très facilement à l'égard d'une femme qui semble perdre ses nerfs, comme on dit parfois, le terme d'hystérique. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la science, et en particulier la psychiatrie, prend le relais de la morale, s'y substitue pour toujours permettre aux différents pouvoirs de contraindre finalement le corps et l'âme des jeunes filles jugées irrégulières. Alors les comportements jugés irréguliers, on a vu tout à l'heure notamment l'image très difficile de cette jeune femme anorexique. Alors il y a des photos, il y a des portraits, ça va donc du 19e siècle, 1840, jusqu'à nos jours. Quelle est la situation aujourd'hui, en tout cas dans notre époque contemporaine? La situation contemporaine, elle est paradoxale. D'abord, on peut dire qu'un certain nombre de combats ont été menés et de conquêtes en termes de droits ont été gagnés, principalement autour des années 60-70, avec la contraception d'abord, le droit à l'avortement ensuite. Finalement, on peut dire d'une certaine manière que ces jeunes filles étaient des féministes qui s'ignoraient. Elles ont mené des combats, notamment le droit à disposer de leur corps, depuis longtemps.
et c'est ce que ce livre essaye de montrer. Donc on est entré dans une modernité de droits, mais qui ne sont pas encore des droits réels. D'abord, on sait bien qu'un certain nombre de droits sur le papier ne sont pas dans la pratique exercée. Ouais. C'est ça, tout à fait, dans la pratique. Et puis, on voit ressurgir régulièrement ce qu'on appelle des paniques morales à l'égard des filles, comme si elles étaient toujours encore aujourd'hui dépositaires de l'ordre moral de nos sociétés, comme si elles étaient le stigmate ou le signe que nos sociétés n'allaient pas bien. Et donc on les rend responsables de rendre compte de la moralité de nos sociétés. Alors bien entendu, vous êtes historien, difficile pour vous peut-être de répondre en détail à la question qui va suivre, mais tout de même on aimerait avoir votre avis et voir si ce que vous dites dans ce livre participe aussi de l'image et de ce que l'on dit d'elle. Ce sont ces jeunes, souvent jeunes, qui partent en Syrie, jeunes djihadistes, entre guillemets, adolescentes. On entend souvent dire qu'elles sont sous influence d'un garçon, d'un amoureux, d'un grand frère. Est-ce vraiment le cas selon vous ? D'abord, il faut remarquer que c'est tout à fait symptomatique. Une jeune fille est forcément sous influence d'un garçon. Et ça, c'est une figure et un discours récurrent dans l'histoire. Jamais elles ne sont considérées comme agissantes, comme capables de développer des stratégies par elles-mêmes, d'être actrices de leur vie. Donc, il faut déjà remarquer et émettre un doute probablement à l'égard de cette observation-là, parce qu'elle est vraiment récurrente dans l'histoire, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le livre. Les filles sont toujours agies par d'autres ou agies par leur corps, mais en tout cas, elles ne sont pas responsables de ce qu'elles font. Et puis, s'agissant des jeunes djihadistes, je demande un droit, en tant qu'historien, un droit d'inventaire et un peu de temps pour pouvoir y réfléchir, et en particulier, justement, revenir sur cette question des paniques morales. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'à plusieurs reprises dans l'histoire, l'opinion publique s'est embrasée à propos d'une nouvelle menace dont les filles auraient été le marqueur. C'est le cas, par exemple, de la fameuse traite des Blanches à la fin du 19e siècle. C'est soi-disant réseau prostitutionnel organisé par la mafia. En réalité, les études historiques ont montré que ça n'a jamais existé. Donc, je demande une réserve d'inventaire. Et en tout cas, ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans ce phénomène-là, plutôt que d'essayer de juger. Merci beaucoup, David Niget. Un livre écrit avec Véronique Blanchard, Mauvaise fille, incorrigible et rebelle, édition textuelle. Et il y a aussi une exposition qui porte le même nom. C'est à Savigny-sur-Orge, en région parisienne. Merci à vous. Merci beaucoup.